Donc c'est bon, je crois qu'on peut commencer. Vous pouvez voir l'écran, vous m'entendez? Oui, monsieur. D'accord. Y a-t-il des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à présent? On peut faire une petite révision si vous voulez. Sinon, on va terminer le cours aujourd'hui. Ce sera la dernière séance. Et après, d'ici 15 jours, on va essayer de faire des séances de révision si vous voulez. Y a-t-il des questions? Non, il n'y a pas de question, monsieur. Ok, d'accord. Donc, si je me rappelle bien, la dernière fois, on s'est arrêté ici. On a donné le cas d'une distribution canonique. On a cherché la fonction de partition et on a dit qu'à partir de cette fonction de partition, on peut trouver toutes les grandeurs thermodynamiques. Que ce soit, bien sûr, à partir de la définition de l'énergie libre, qui est égale à moins 4 log de ZDC. Une fois on a la fonction de partition, on peut calculer l'énergie libre. Une fois on a la formule de l'énergie libre, on peut, à partir de cette formule-là, calculer toutes les grandeurs physiques, que ce soit, par exemple, ici l'entropie, la pression, le potentiel chimique, le champ magnétique, s'il y a présence d'un champ magnétique, etc. D'accord? Donc, là, c'est une façon de chercher les grandeurs physiques d'un système à partir de la fonction de partition lorsqu'il s'agit d'un système fermé. Autrement dit, lorsqu'on applique la distribution canonique. Alors, après, on va donner la définition de l'équilibre thermodynamique. On va essayer de le démontrer à partir de lorsque l'entropie est maximum. Car on a dit tout le temps qu'on ne peut étudier un système que s'il est en équilibre. Ça veut dire l'équilibre thermodynamique. Et le système étant en équilibre, c'est la probabilité maximale. D'accord? On va attendre le désordre total jusqu'à que la probabilité soit maximale. Et en même temps, l'entropie, elle est maximale. Et au moment où on a l'entropie maximale, ça veut dire qu'on a atteint l'équilibre. Dans ce cas-là, on peut étudier le système. On peut calculer ses grandeurs physiques, que ce soit le volume, la pression, la température, etc., et l'énergie, ainsi de suite. Et maintenant, on va donner la définition ou chercher quand est-ce qu'on peut avoir un équilibre thermodynamique. Par définition, lorsqu'on dit qu'un système est à l'équilibre thermodynamique, c'est un système qui doit être en même temps en équilibre thermique, en équilibre mécanique et en équilibre chimique. D'accord? Alors, on va supposer maintenant qu'on a un système qui est constitué de deux sous-systèmes, S1 et S2. Bien sûr, le système entier, on suppose qu'il est isolé du point de vue extérieur, c'est-à-dire il n'y a pas d'échange que d'énergie ou de particules avec le milieu extérieur, mais il y a, si je suppose qu'il y a deux sous-systèmes S1, S2, le premier un certain volume V1, nombre de moles N1 et d'énergie E1, le deuxième on suppose qu'il a un certain volume V2, une certaine énergie E2, un certain nombre de particules N2, et on suppose au début qu'il y a un certain, on peut dire qu'il y a échange de chaleur entre les deux, entre le système 1 et le système 2. D'accord? S'il y a échange de chaleur, ça veut dire que si, je suppose, que la température initiale de S1 était T1, la température initiale de S2 était T2, quelle sera la température finale? D'accord? Est-ce qu'à l'équilibre thermique, on peut avoir la température qui est la même? C'est ça la question qu'on se pose. Alors, supposons qu'on a un échange de E, ça veut dire d'énergie, entre les deux systèmes 1 et 2, et bien sûr, on va supposer que le volume et le nombre de particules, elle est constant. Sachant que l'énergie totale du système S est égale bien sûr à l'énergie du système S1 plus l'énergie du système S2, et à l'équilibre, du fait que l'entropie est maximum, ça veut dire que je peux dériver S par rapport à n'importe quelle variable, ça doit donner 0. C'est-à-dire si j'étudie l'entropie en fonction que ce soit l'énergie ou d'autres variables thermodynamiques, la dérivée est toujours égale à 0. Dans ce cas, si je dérive l'entropie par rapport à E1, d'accord? Par exemple, si je prends E1 comme variable, sachant que E2 est aussi variable, mais je peux la remplacer par E moins E1, c'est-à-dire garder une seule variable, qui est E1. D'accord? Alors, ds par rapport à E1, c'est la dérivée partielle, elle est égale à 0 dans le cas où l'entropie est maximum, c'est-à-dire à l'équilibre,
thermodynamique, qui est égal du fait que S, et c'est quoi? S, l'entropie, elle est additive. C'est S1 plus S2. D'accord? L'entropie, là, c'est le système S qui est constitué de S1, S2. L'entropie est égale à S1 plus S2. Et je peux remplacer dérivée de S par rapport à E1 par dérivée de S1 par rapport à E1, plus la dérivée de S2 par rapport à E1. D'accord? Et du fait que la définition de la température, c'est la dérivée de SI par rapport à EI, donc je dois remplacer ou passer de dérivée de S2 par rapport à E1 à la dérivée de S2 par rapport à E2, multiplié par la dérivée de E2 par rapport à E1. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la dérivée de E2 par rapport à E1 à quoi est égale? Sachant que la somme, elle est constante, la somme des énergies. La somme des énergies E est égale à E1 plus E2, elle est constante. L'énergie totale, bien sûr, elle est constante, du fait que ce système S, elle est isolée, d'accord? Il n'y a pas d'échange de chaleur ou de particules de la matière avec le milieu extérieur. Donc, DE est égal à 0. DE est égal à 0, ça veut dire qu'elle est égal à DE1 plus DE2. Ça veut dire que DE2 est égal à moins DE1. Autrement dit, le rapport de DE2 sur DE1 est égal à moins 1. Donc, je peux remplacer ce rapport-là par moins 1. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que dérivée de S1 par rapport à E1 moins dérivée de S2 par rapport à E2 est égal à 0. Ça veut dire dérivée de S1 par rapport à E1 est égale à la dérivée de S2 par rapport à E2. À quoi est égale la dérivée de S1 par rapport à E1? C'est 1 sur T1 étoile, c'est-à-dire la température du système S1 à l'équilibre. D'accord? À quoi est égale la dérivée de S2 par rapport à E2? C'est-à-dire la dérivée de l'entropie du système 2 par rapport à l'énergie E2 est égale à 1 sur T2 étoile, c'est-à-dire la température à l'équilibre du système S2. Et du fait qu'il y a égalité entre les dérivées de S1 par rapport à E1 et dérivée de S2 par rapport à E2, ça veut dire que 1 sur T1 étoile est égal à 1 sur T2 étoile. Autrement dit, ça veut dire que T1 étoile doit être égal à T2 étoile à l'équilibre. Donc, à l'équilibre thermique, les températures des deux systèmes sont égales. Donc, voilà la première condition qu'on a montrée mathématiquement. C'est-à-dire que la température à l'équilibre, température finale de système 1 et système 2, s'ils sont à l'équilibre à la fin, les deux températures sont égales. Et là, on va essayer de montrer le deuxième principe de la thermodynamique. Qu'est-ce qu'il dit le deuxième principe thermodynamique? Il dit que l'énergie ne peut passer que du corps chaud au corps froid. C'est ça le second principe de la thermodynamique. D'accord? Et si je suppose que le corps 1, c'est-à-dire le système S1, elle est plus chaud que le système S2. Ainsi, je peux dire que la température, je parle de la température initiale, hein, la température initiale T1 étoile, elle est supérieure à la température initiale du système 2. D'accord? La T étoile, T1 étoile, c'est la température au système 1 et I initiale. T2 étoile, c'est la température au système 2 et I initiale. Ça veut dire qu'à l'instant T est égal à 0, je suppose que le corps 1 il est plus chaud que le corps 2. Donc T1 étoile, I est supérieur à T2 étoile, I. Et sachant que la transformation se fait toujours avec une entropie qui est croissante, l'entropie est toujours croissante, et si l'entropie est croissante, ça veut dire que ds, la dérivée de l'entropie, elle est toujours positive. D'accord? Elle est toujours positive. Et à la fin, c'est-à-dire à l'équilibre, T1 étoile finale, c'est-à-dire du système 1, va être égale, ça, je l'ai démontré tout à l'heure, elle est égale à la température T2 étoile finale. D'accord? Alors, maintenant, je vais passer à montrer ce deuxième principe de la thermodynamique. Du fait que ds est égal à ds1 plus ds2, c'est-à-dire l'entropie du système entier est égale à l'entropie du système 1 plus l'entropie du système 2, et si je dérive par rapport ds1 par rapport à E1, je l'ai bien sûr par DE1, et le deuxième ds2, je peux l'écrire que c'est la dérivée de S2 par rapport à E2 multiplié par DE2, d'accord? En supposant, en sachant que l'énergie totale, elle est constante, ça veut dire DE est égal à 0, je remplace DE1 par DE2, on est d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais obtenir à partir de cette équation-là? Déjà, DS est toujours positif, je viens de le dire, c'est l'entropie toujours croissante, et
Y a-t-il des questions? Non? Je continue. Alors, ça veut dire que si je remplace, si je fais passer, si je remplace, pardon, DE2 par moins DE1, DE2 par moins DE1, je vais obtenir en faisant, en mettant DE1 en facteur de DS1 sur DE1, moins, parce que je remplace par moins DE1, de moins DS2 sur DE2. Voilà, DS1 sur DE1 moins DS2 sur DE2 multiplié par DE1 est égal à la dérivée de l'entropie. Ça veut dire qu'elle est toujours positive. D'accord? À quoi est égal DS1 par rapport à DE1? Je le remplace par 1 sur T1 étoile. D'accord? Initial. Et c'est la température du corps 1. La température du corps 2, c'est tout simplement la dérivée de S2 par rapport à E2. D'accord? Donc, je peux dire que 1 sur T1 étoile moins 1 sur T2 étoile, multiplié par DE1, elle est positive. Et bien sûr, du fait que j'ai supposé que T1 étoile est supérieur à T2 étoile, ça veut dire que 1 sur T1 étoile, elle est inférieure à 1 sur T2 étoile. Ça veut dire que 1 sur T1 étoile moins 1 sur T2 étoile, elle est négative. D'accord? Elle est négative. Et pour avoir le résultat positif, il faut que DE1 soit négatif. D'accord? Il faut que DE1 soit négatif. Qu'est-ce que ça veut dire DE1 est négatif? Ça veut dire c'est le corps 1 qui va fournir de l'énergie au corps 2. Et bien sûr, DE2 va être positif parce qu'il va recevoir ou il va absorber cette quantité d'énergie. Et c'est ça le second principe de la thermodynamique. Et après, on va passer à montrer l'équilibre mécanique. L'équilibre mécanique, bien sûr, je suppose ici que la paroi elle est mobile entre les deux systèmes ou les deux corps 1 et 2. La paroi elle est mobile, ça veut dire que le volume peut varier. D'accord? Donc, il y a échange de volume, mais E et N sont constants. L'énergie est, lorsque je parle de E et N, ça veut dire que je parle de l'énergie totale et non de particules totales. Elle est constante. Donc, T étoile, elle est constante. Lorsque je dis l'énergie constante, ça veut dire T étoile, elle est constante. La température, elle reste constante. À l'équilibre, je peux dire que la dérivée de S par rapport à V1, comme je l'ai fait par rapport à E1, elle est égale à 0, parce que l'entropie ici, elle est maximum, est égale à DS1 par rapport à DV1 plus DS2 par rapport à DV1, pardon, parce que j'ai dérivé par rapport à V1. Je remplace dérivée de S2 par rapport à V1 par dérivée de S2 par rapport à V2 fois dérivée de V2 par rapport à V1, sachant que dV1 est égal à moins dV2, donc le rapport ici est égal à moins 1, et j'obtiendrai que dérivée de S1 par rapport à V1 moins dérivée de S2 par rapport à V2 est égal à 0. À quoi est égal dérivée de S1 par rapport à V1? C'est P1 étoile sur T1 étoile. À quoi est égal la dérivée de S2 par rapport à V2? C'est P2 étoile sur T2 étoile. D'accord? Et du fait que j'ai montré que T1 étoile est égal à T2 étoile, j'obtiendrai que P1 étoile est égal à P2 étoile. Donc, je peux dire que les pressions microcanoniques, lorsque je dis étoile, ça veut dire des températures, des pressions microcanoniques. Dans le cas où le système ici, il est isolé. D'accord? Alors, elles sont égales. Donc, j'ai montré que à l'équilibre mécanique, les deux pressions doivent être à la fin égales. P1 étoile est égal à P2 étoile. Si, au départ, le système est hors équilibre thermique et hors équilibre mécanique, c'est-à-dire au moment de la transformation, sans attendre l'équilibre, je peux écrire que ds, là c'est la dérivée totale, dérivée de S est égale à la dérivée partielle de S par rapport à E fois dE, plus la dérivée de partielle de S par rapport à V dV. D'accord? Je peux remplacer dérivée de S par rapport à E par 1 sur la température microcanonique, et je peux remplacer dérivée de S par rapport à V, c'est P étoile sur T étoile. D'accord? Alors, si je fais passer T étoile de l'autre côté, et bien sûr, dE à quoi est égal? Est égal à T étoile ds moins P étoile dV. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le premier principe de la thermodynamique. D'accord? dE, ce n'est que l'énergie interne qui est égale à la quantité de chaleur plus le travail. La quantité de chaleur, à partir du deuxième principe thermodynamique, c'est
TDS, et le travail, c'est DW, c'est moins PDV. D'accord? Donc, DU est égal à Q plus W, Q c'est TDS, et W c'est moins PDV. Donc, je tombe sur le premier principe de la thermodynamique. Et DE, bien sûr, c'est l'énergie interne. Et après, on va faire de même pour montrer l'équilibre chimique. L'équilibre chimique, ça veut dire que si j'ai deux corps 1 et 2, S1, S2, et dans ce cas, je parle d'un échange de particules entre le système 1 et le système 2, d'accord? Et bien sûr, dans ce cas, je suppose que dans ce cas, la température et la pression sont constantes. À l'équilibre, si je dérive S par rapport à N1, puisque S est maximum, ça veut dire que la dérivée de S par rapport à N1 est égale à 0. Donc, la dérivée de S par rapport à N1, c'est quoi? C'est la dérivée de S1, parce que S est égal à S1 plus S2. C'est la dérivée de S1 par rapport à N1 plus la dérivée de S2 par rapport à N1. Et là aussi, je remplace, ça donne dérivée de S2 par rapport à dN2 fois dN2 sur dN1. Je remplace ce rapport par moins 1, du fait que le nombre de particules, elle est constant, donc dN est égal à 0. Ça veut dire dN1 est égal à moins dN2. Et je tombe sur la relation qui dit que ds1 sur dN1 est égal à ds2 sur dN2. À quoi est égal dérivée de S par rapport à N? C'est mu étoile sur T étoile. Et la dérivée de S par rapport à S2 par rapport à N2, c'est mu 2 étoiles sur T2 étoiles. Du fait que les deux températures sont égales à l'équilibre thermique, ça veut dire que les potentiels chimiques, microcanoniques aussi, sont égales à l'équilibre chimique. Donc, on peut dire que l'équilibre thermodynamique, il est défini par l'équilibre thermique, où les deux températures à la fin sont égales. D'accord? Là, si on fait par exemple un mélange de deux liquides, de gaz, etc. L'équilibre mécanique, où les pressions à l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire à la fin, sont égales, et l'équilibre chimique, ça veut dire que les deux potentiels doivent être égaux. Si au départ, c'est-à-dire au moment de la transformation, lorsqu'on est hors équilibre thermique, hors équilibre mécanique et hors équilibre chimique, qu'est-ce qu'on va voir comme formule? Là, la dérivée de S, dérivée totale, c'est la dérivée de S par rapport à E. Lorsque je dis la dérivée partielle, ça veut dire avec les deux autres variables, je les considère comme constantes, dE, plus la dérivée de S par rapport à V, lorsque E et N sont constantes, dV, plus la dérivée de S par rapport à N, lorsque E et V sont constantes, dN. Je remplace ds par dE, la dérivée de S par rapport à E par 1 sur T étoile. Je remplace dérivée de S par rapport à V par P étoile sur T étoile. Et je remplace ds par rapport à N par moins mu étoile sur T étoile. Donc, je me suis trompé tout à l'heure en oubliant un signe. Là, pardon. Là, j'ai oublié d'ajouter un signe moins. Là, c'est moins mu étoile 1 sur T étoile 1 et c'est moins mu 2 étoiles sur, 2 étoiles sur T étoile 2. Donc, ça fait l'égalité, ça donne l'égalité. D'accord? C'est-à-dire, je peux ajouter là moins et je vais tomber sur mu étoile 1 sur T étoile 1. La même chose pour mu 2 étoiles sur T2 étoiles. Ça veut dire que les deux potentiels doivent être égaux. Et si je remplace ds sur dE par 1 sur T étoile, ds sur dV par P étoile sur T étoile, ds sur dN par moins mu étoile sur T étoile, d'accord? Je peux faire passer T étoile de l'autre côté, ça devient T étoile ds, et je vais faire sortir D de E, et ça me donne D de E est égal à T étoile ds moins P étoile dV plus mu étoile dN. Et là, c'est toujours la formule qui me donne l'énergie interne lorsque j'ai variation de nombre de particules aussi. D'accord? S'il y a variation de nombre de particules. Alors, la température canonique de A est égale à sa température microcanonique, c'est-à-dire la température lorsqu'on a un système fermé, un système A, et va être égale à la température microcanonique lorsqu'on a un système isolé, à condition que celle-ci soit calculée pour la valeur la plus probable de l'énergie. D'accord? Et lorsque je dis la valeur la plus probable de l'énergie, ça veut dire la valeur la plus probable de l'entropie, lorsque l'entropie est maximum. En d'autres termes, TS sont les mêmes dans l'ensemble canonique et l'ensemble microcanonique,
à condition de négliger les fluctuations. C'est-à-dire que ce soit le système fermé ou le système ouvert, je vais avoir la même température, la même entropie pour les deux cas, à condition que les fluctuations que je peux avoir, c'est-à-dire ces erreurs, fluctuations d'énergie ou de nombre de particules, etc., sont négligeables. C'est-à-dire qu'il y a des fluctuations, mais qui sont très, très faibles. D'accord? Et dans ce cas, je peux dire que la température et l'entropie sont les mêmes, que ce soit dans l'ensemble canonique ou bien dans l'ensemble microcanonique. Et maintenant, on va parler de la généralisation de la factorisation. C'est-à-dire, on a calculé la fonction de partition dans un cas où je n'avais pas supposé que les particules sont identiques, ne sont pas identiques, etc. C'est-à-dire, j'ai pris le cas général. On vient de voir que l'on peut déterminer toute la thermodynamique d'un système à l'aide des équations donnant l'énergie interne et l'énergie libre si on sait calculer la fonction de partition, c'est-à-dire si on arrive à calculer la fonction de partition et ça nous donne l'énergie libre à partir de l'énergie libre, oui. Question, non? Oui. Relation de D de E, de chaque fois qu'on D de E égale à T étoile T de S moins T étoile sur P étoile plus T étoile sur E étoile. P étoile sur T étoile? T étoile sur P étoile. لا شوف دابا عندنا دي اس تيغال 1 sur T étoile نعملوا 1 sur T étoile en facteur d'accord اش كيبقى لي هنا كيبقى لي دي او بلس بي étoile دي في موان مي étoile دي ان دابا T étoile دوزتها لهنا دي اس d'accord ها هي عندي T étoile دي اس on est d'accord غادي ندوز دابا بي étoile دي في de l'autre côté اش كتولي لي كتولي لي موان بي étoile دي في غادي ندوز موان مي étoile دي ان de l'autre côté كتولي لي بلس مي étoile دي ان Donc, DE كتساوي T étoile DS moins P étoile DV plus mu étoile DN. C'est bon? C'est la question d'Irk. Oui. Bon. Alors, cette fonction de partition, si on a un système de n particules, bien sûr sans interaction, se factoriser des interactions, là, ça se complique. Hein? Ça se complique les choses. Les particules, il n'y a pas d'interaction entre les particules. Sinon, ça se complique. Se factorise, la fonction de partition se factorise en un produit de n petites fonctions de partition que j'appellerai ZI, qui décrivent chacune une seule particule. ZI, il va décrire une seule particule. Et dans le cas où je veux calculer la fonction de partition du système, qui est constituée de n particules, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que ZC, grande ZC, est égal à Z1, c'est-à-dire la fonction de partition de la particule 1, fois Z2, la fonction de partition de la particule 2, fois etc. jusqu'à la dernière particule. Je calcule la fonction de partition de la particule N. Et autrement dit, je peux l'écrire sous la forme du produit de I est égal à 1 jusqu'à grand N, ZI. D'accord? Ça, si j'ai un système qui est formé de N particules, sans savoir s'ils sont identiques ou pas, etc. D'accord? Je fais le produit directement. Alors, si maintenant les particules sont identiques, mais discernables, ça veut dire ils sont identiques, c'est vrai, toutes les particules sont les mêmes, d'accord? Peut-être de forme les mêmes, mais ils sont discernables. C'est-à-dire peut-être ils ont des couleurs différentes, peut-être ils ont des formes, des numéros, etc. C'est-à-dire, j'arrive à discerner ou à distinguer entre une particule et une autre. Lorsque je dis identique, ça veut dire que la fonction de partition de la particule 1 est égale à la fonction de partition de la particule 2, est égale à la fonction de partition de la particule n, etc. D'accord? Mais s'ils sont discernables, je fais directement le produit. Petit zc de n'importe quel petit zc de la particule est égal à zi, quel que soit i, de n'importe quelle particule. Allez, toutes les fonctions de partition sont égales, d'accord? Des différentes particules, parce qu'ils sont identiques. Mais s'ils sont discernables, c'est-à-dire je peux distinguer entre une particule et une autre, à quoi est égale la fonction de partition du système, et j'ajoute discernable, d'accord, pour dire que les particules sont discernables, est égale du fait qu'ils sont égales, c'est
fonction de partition de chaque particule, je fais Z1 fois Z2 fois Z3 jusqu'à Zn, ça veut dire Z petit zc puissance n. D'accord? Puissance n. Ce qui donne pour l'énergie, l'énergie c'est quoi? C'est moins la dérivée de log de grand Zc par rapport à bêta. Et grand Zc, c'est petit zc puissance n, et log de Zc puissance n, je fais sortir le n, et ça donne moins n, la dérivée de log de petit zc par rapport à bêta. C'est-à-dire, si j'ai un système qui est constitué de n particules identiques, bien sûr indiscernables, identiques, ça veut dire qu'il suffit de calculer la fonction de partition d'une seule particule et la dériver par rapport à bêta, et le résultat, je le multiplie par n pour avoir l'énergie interne du système. Pour calculer l'énergie libre, je fais de même. L'énergie libre, c'était quoi? C'était moins 4T log de grand ZC. Et grand ZC, je le remplace par ZC puissance n. Et bien sûr, je peux faire sortir le n de log, ça donne n fois moins 4T log de ZC. Ça, c'est dans le cas où j'ai des particules qui sont identiques, mais discernables. C'est-à-dire, je peux distinguer entre une particule et une autre. Dans le cas où les particules sont identiques, mais cette fois-ci sont indiscernables, comme le gaz par exemple. Le gaz, toutes les molécules, tous les atomes, etc., sont identiques et indiscernables. Je ne peux pas distinguer entre une particule et une autre. Là, je suis obligé de définir, ou là, de rajouter les n factorielles permutations possibles que je peux faire. D'accord? C'est-à-dire, je dois diviser le grand, voilà, grand Z, c'est indiscernable, c'est, puisque les particules sont identiques, c'est ZC d'une particule puissance n, mais diviser le résultat par n factoriel. Là, c'est obligatoire, si les particules sont indiscernables. Dans ce cas, si je veux calculer l'énergie interne, c'est n factoriel, bien sûr, la dérivée de n factoriel par rapport à bêta, c'est 0, et c'est la même chose qu'ici, d'accord? Mais pour l'énergie libre, là, je vais avoir moins 4T log de Z puissance n, d'accord, plus 4T log de n factoriel. Et log de n factoriel, j'applique l'approximation de Stirling, qui me donne à la fin F, l'énergie libre, pour les particules identiques et indiscernables, moins n 4T facteur de log de la fonction de partition d'une seule particule, divisé par n plus 1. D'accord? Un petit calcul avec l'approximation de Stirling et on arrive à ce résultat. On est d'accord? Et maintenant, on va passer à la dernière partie qui est très importante aussi. C'est dans le cas où j'ai un système ouvert. On avait parlé du système isolé. On a appliqué la distribution microcanonique. On a parlé du système fermé, on applique la distribution canonique, et maintenant, on va parler du système ouvert, on va appliquer la distribution à l'ensemble grand canonique. D'accord? Alors, dans l'ensemble grand canonique, décrit le comportement statistique à l'équilibre d'un système macroscopique ou bien microscopique qui échange à la fois de l'énergie et des particules. C'est-à-dire, il peut échanger de l'énergie et de la matière avec un réservoir. D'accord? Un réservoir. Comme on a dit pour le système fermé, il va échanger de l'énergie avec un thermostat, comme c'est un réservoir de température, de chaleur. Et là, les particules, elles vont être échangées avec un réservoir de particules, avec lequel il interagit faiblement. C'est-à-dire l'interaction entre les réservoirs, comme on a dit pour le thermostat, l'interaction est très très faible. D'accord? L'élimination par rapport à l'ensemble canonique de la contrainte d'un nombre fixé de particules permet, entre autres, d'étudier le comportement quantique du gaz parfait. C'est-à-dire la contrainte du nombre fixé de particules qu'on a donné pour le système fermé, là, il n'est plus. D'accord? Il n'est plus. Comme on le verra, à la limite thermodynamique, l'ensemble grand canonique est équivalent aux ensembles microcanoniques. Comme on l'a dit pour le passage de l'ensemble canonique à l'ensemble microcanonique, c'est-à-dire lorsqu'on est à la limite thermodynamique, comme on l'a dit ici, puisque ça a été. Voilà.
c'est-à-dire on néglige les fluctuations, d'accord? Les températures et les entropies sont les mêmes dans les deux ensembles, que ce soit canonique ou que ce soit microcanonique. Et là aussi, à la limite thermodynamique, qu'est-ce que ça veut dire la limite thermodynamique? Ça veut dire lorsque le nombre est énorme, le nombre de particules est énorme. S'il est énorme, s'il tend vers l'infini, bien sûr, comme on a dit pour l'entropie statistique qui tend vers l'entropie thermodynamique, là aussi, à la limite thermodynamique, je peux dire que l'ensemble grand canonique est équivalent aux ensembles, que ce soit microcanonique ou canonique. On va trouver les mêmes températures, les mêmes entropies, etc. Alors, maintenant, on va considérer deux systèmes que j'appellerai sigma 1 et sigma 2, qui peuvent échanger à la fois de l'énergie et des particules entre eux. Et bien sûr, qui sont isolés de l'extérieur. Vis-à-vis de l'extérieur, ils sont isolés. C'est-à-dire l'ensemble des deux systèmes que j'appellerai par exemple sigma, il est isolé vis-à-vis de l'extérieur. Le système sigma 2 joue le rôle de réservoir d'énergie, de thermostat, et de particules. Là, ici, comme si j'ai deux réservoirs, un de thermostat avec la température, bien sûr, et le réservoir, le thermostat, bien sûr, sa capacité calorifique, elle est très, très importante, de telle manière qu'il va effectuer des échanges sur le petit système, mais le petit système ne peut pas donner, par exemple, de la chaleur au thermostat. D'accord? Le réservoir de particules même, c'est-à-dire j'ai un gros réservoir de particules qui admet un certain nombre énorme de particules, d'accord? Comme j'ai dit ici, ce réservoir d'énergie de particules, il est macroscopique et beaucoup plus grand que le système sigma 1. C'est-à-dire ce système sigma 2, il est beaucoup plus grand que le système sigma 1. C'est-à-dire sigma 1, c'est un système qui est très très petit par rapport au sigma 2. Et le système global, c'est-à-dire sigma, qui est égal à sigma 1 plus sigma 2, étant macroscopique, il est isolé. C'est-à-dire ce système-là, je suppose qu'il est isolé du point de vue de l'extérieur. Et décrit par la distribution microcanonique. On suppose toujours que l'énergie d'interaction entre les deux systèmes elle est négligeable devant E1 de sigma 1 et devant E2 de sigma 2. D'accord? L'interaction, s'il existe, elle est négligeable, c'est-à-dire je ne vais pas la considérer. Et l'énergie totale E de R est alors donnée en première approximation par E est égal à E1. E1 que j'ai ici plus E2, d'accord? Là, l'énergie totale E du réservoir, R ça veut dire réservoir, est alors donnée en première approximation par l'énergie totale est égale à E1 plus E2. Et bien sûr, elle fluctue dans un intervalle E plus DE, bien sûr, DE, elle est très très faible par rapport à E. Elle est négligeable devant E. D'accord? Donc, s'il y a des fluctuations, elles sont très très faibles. Le nombre N de particules de sigma est constant. Elle est égale à la somme de N1 et N2. N est égal à N1 plus N2. Et maintenant, N1 et donc N2 est libre de fluctuer. Puisque là, je parle d'un système ouvert, là, la matière et l'énergie peuvent s'échanger entre le système 1 et le système 2. Si je suppose que, comme on l'a fait pour le système fermé, on va introduire deux nombres de micro-états oméga 1 et oméga 2. Oméga 1, c'est quoi? C'est le nombre de micro-états ou d'états de sigma 1 avec énergie dans l'intervalle E1 plus DE. Le DE, on dit DE. Et N1, c'est le nombre de particules. D'accord? Oméga 2, c'est le nombre d'états de sigma 2, que j'ai ici, avec, dont l'énergie est comprise entre E2 plus DE, et N2 particules. Donc, il est constitué de N2 particules, et ce système-là, il est constitué de N1 particules. Oméga de l'ensemble, c'est le nombre d'états de sigma, c'est-à-dire le système entier, constitué par sigma 1 et sigma 2, avec comme énergie, doit être comprise entre E et E plus D, et constitué de N particules. Alors, pour parler de la distribution grand canonique, je fais de même, c'est-à-dire je suppose que EL et NL, c'est-à-dire l'énergie
et le nombre de particules d'un état de sigma 1, c'est-à-dire je prends mon petit système, la sigma 1, et je considère que il y a une certaine énergie de particules, un certain nombre de particules EL et NL qui sont fixées. Le nombre d'états accessibles du système global est égal au nombre d'états du système sigma 2 accessible dans ces conditions. Pourquoi? Parce que je considère une particule qui a l'énergie EL, NL particules qui ont l'énergie EL, d'accord? Et le nombre d'états accessibles que je vais considérer, c'est, comme on l'a fait avant, c'est oméga de sigma 2, dont l'énergie du système sigma 2, dont le nombre de particules du système sigma 2 est égal, bien sûr, au nombre de micro-états du système sigma, là c'est sigma 2, en remplaçant E2 par E moins EL et N2 par N moins NL. D'accord? Et la probabilité PL, comme on vient de le faire pour le cas d'un système fermé, c'est pour observer un micro-état L du système. C'est-à-dire, je cherche la probabilité PL pour observer, pour qu'il y ait un seul micro-état L du système sigma 1. Elle est proportionnelle, bien sûr, au nombre de micro-états accessibles, parce que PL est égal à un micro-état du système sigma 1, que j'ai considéré. C'est pourquoi je cherche la probabilité PL d'observer un seul micro-état du système sigma 1, multiplié par le nombre de micro-états qui sont dans le système sigma 2, qui ont la même énergie et le même nombre de particules, qui ont la même énergie EL et le même nombre de particules. Ça veut dire c'est c'est oméga du sigma 2, dont l'énergie est égale à E moins ce EL, l'énergie totale moins l'énergie EL, et le nombre de particules N moins NL, sur le nombre total de micro-états accessibles. D'accord? C'est le nombre total de micro-états accessibles. Donc, 1 sur oméga, je peux le remplacer par une constante, parce qu'il ne dépend pas de l'énergie EL, ni de nombre de micro-états NL. Donc, je peux le remplacer par C, facteur de oméga de E moins EL, N moins NL, comme on l'a fait pour le système fermé. Et si on développe l'entropie du thermostat autour de EL est égal à 0 et NL est égal à 0, c'est-à-dire si on fait un développement limité d'ordre 1, je peux m'arrêter à l'ordre 1, lorsque EL, parce que EL, normalement, elle est négligeable devant E. Je peux dire même que EL est égal à 0. La même chose, le nombre de particules ici, dans le système sigma 1, elle est négligeable devant le nombre de particules total, N. Donc, je peux dire que NL tend vers 0. D'accord? Donc, si je fais un développement limité de l'entropie autour de EL est égal à 0, NL est égal à 0, je vais avoir que S de sigma 2 de E moins EL, N moins NL est égal, là, je peux dire, c'est par exemple X moins X0, la Y moins Y0 est égal à F de X0, Y0, ça veut dire E et N, d'accord, moins F' de X, la dérivée, c'est F' de X, F de X est égal à F de X0 plus X moins X0, pardon. X moins X0, c'est quoi X moins X0? Ça veut dire E moins EL moins E. E moins EL moins E, c'est moins EL. La multiplier par la dérivée de F par rapport à E1, pardon. Par rapport à E2, Lorsque EN tend vers, parce que je dérive l'entropie du système S2, donc par rapport à E2. La dérivée de F par rapport à E2, la dérivée de l'entropie par rapport à E2, lorsque EL est égal à 0 et NL est égal à 0. La même chose pour l'autre variable Y. J'ai dit que c'est X moins X0, Y moins Y0 est égal à F de X0, Y0, plus X moins X0, la dérivée de F par rapport à X, et plus Y moins Y0, la dérivée de F par rapport à Y. Y moins Y0, c'est quoi? Y, c'est ça. N moins NL, Y0 c'est N,
Donc, n moins nl moins n, ça fait moins nl. La dérivée de la fonction par rapport à la deuxième variable, par rapport à n2, parce que je travaille dans le système sigma 2. D'accord? Lorsque EL est égal à 0, NL est égal à 0. Bien sûr, ds par rapport à E, c'est quoi? C'est 1 sur T. D'accord? C'est la température, puisque je parle du système sigma 2, c'était quoi? C'était un réservoir d'énergie et de particules, c'est-à-dire le thermostat de température T. Donc, si je dérive S par rapport à E2, ça me donne 1 sur T. Et si je dérive par rapport au réservoir de particules, je dérive S par rapport à N2, ça donnera moins mu sur T. Et moins mu sur T fois moins NL, c'est plus mu NL sur T. Donc, voilà le résultat que je vais obtenir en faisant un développement limité d'ordre 1 au voisinage de EL est égal à 0, NL est égal à 0. Et bien sûr, T et mu sont la température et le potentiel chimique, respectivement, de sigma 2 en l'absence de sigma 1, c'est-à-dire comme si je n'ai pas sigma 1. Parce que sigma 1, elle est négligeable devant le système sigma 2. Donc, voilà ce que je vais obtenir, comme quoi l'entropie de sigma 2 de E moins EL, N moins NL en fonction de l'entropie de sigma 2 pour l'énergie totale E, le nombre de particules totales N, c'est moins EL sur T plus mu NL sur T. Et maintenant, on va essayer de calculer à partir de l'entropie le nombre de micro-états accessibles. On sait que la relation qui lie le nombre de micro-états accessibles à l'entropie est S est égal à K log de oméga. Ça veut dire que log de oméga est égal à quoi? C'est égal à S sur K. Ça veut dire que oméga est égal à exponentielle de S sur K. D'accord? Donc, je viens ici, je divise par K. La même chose ici, je divise par K, je divise par K, je divise par K. Et je fais l'exponentielle pour obtenir oméga directement. Donc, l'exponentielle de ça divisé par K est égal à l'exponentielle de tout ça divisé par K. D'accord? Et bien sûr, là, j'ai, par exemple, la somme des exponentielles, l'exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles. D'accord? Voilà ce que je vais trouver. Je vais trouver que oméga de sigma de E moins EL, N moins EL, c'est exponentielle du premier terme. D'accord? Normalement, c'est exponentielle de S sur K moins EL sur KT plus mu NL sur KT. D'accord? Donc, je peux faire le produit. L'exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles. Donc, c'est l'exponentielle de S de sigma 2 sur K fois l'exponentielle de moins EL plus mu NL sur KT. Et la probabilité, je reviens à la formule que j'avais avant, la formule que j'ai ici. Je remplace oméga de sigma 2 E moins EL, N moins NL par ce que je trouvais ici, multiplié bien sûr par la constante C. Donc, C fois l'exponentielle de ça, d'accord? L'exponentielle de ça, qui me donne l'exponentielle de S, c'est-à-dire, je trouve, non, pardon, c'est pas l'exponentielle. Fois oméga sigma 2, fois oméga sigma 2. Donc, P, L, c'est C fois oméga sigma 2, que j'ai ici, que je remplace par C fois exponentielle de S sigma 2 sur K fois exponentielle de moins EL plus mu NL sur K. Et bien sûr, ce terme-là, il ne dépend pas des micro-états L, d'accord? Donc, je peux le considérer comme une constante. Je peux dire que C fois exponentielle S sur K, c'est une constante que j'appellerai par exemple C'. Fois exponentielle moins EL plus mu NL sur KT. Et pour calculer cette constante C', j'applique la normalisation de la probabilité, c'est-à-dire la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Ou bien l'intégrale de toutes les probabilités est égale à 1. D'accord? Oui. Pourquoi on divise sur K? Pourquoi on divise sur K? Ah, parce que l'entropie est égale à quoi en fonction du nombre de micro-états? S est égal à K log de oméga. D'accord? Et log de oméga est égal à quoi? Est égal à S sur K. C'est pourquoi je viens ici. Je viens ici, à partir là, j'ai S et je cherche oméga. Oméga quoi est égal en fonction de S?
puisque S est égal à K log de oméga. Oméga est égal à S sur K. On doit diviser par K. On fait passer le K à la première des choses. Et après, on fait l'exponentielle. Donc, oméga est égal à exponentielle de S sur K. D'accord? C'est clair? Donc, à la fin, c'est-à-dire, je fais une sommation sur tous les micro-états de exponentielle moins bêta EL. Je peux remplacer 1 sur 4t par bêta, c'est-à-dire moins bêta facteur de EL moins mu NL est égal à 1. D'accord? Est égal à 1. Ça veut dire que C' est égal à 1 sur la somme sur L, sur tous les micro-états de exponentielle moins bêta facteur de EL moins mu NL. Et j'appelle cette somme-là Z grand GC. Qu'est-ce que ça veut dire GC? Ça veut dire que c'est la grande fonction de partition. La grande fonction de partition. Donc, la grande fonction de partition pour les variables mu t est égale à la somme sur tous les micro-états L de exponentielle moins bêta facteur de EL moins mu NL. Et bien sûr, il y a une certaine analogie entre la grande fonction de partition et la fonction de partition. C'est quoi? Le terme de ZGC, il correspond à une valeur donnée de NL. C'est-à-dire, si je fixe NL, si je fixe NL, je peux écrire que là, je peux faire sortir, bien sûr, exponentielle moins bêta mu NL, d'accord? Parce que ce terme-là, il est fixe, d'accord, pour un certain micro-état quelconque, multiplié par la somme sur L de ce qui reste ici, exponentielle moins bêta EL. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la fonction de partition. C'est-à-dire, il y a une liaison entre la grande fonction de partition et la fonction de partition, en supposant que NL est fixe, c'est-à-dire pour une certaine valeur donnée de NL. D'accord? Mais si NL varie, bien sûr, là, je ne peux pas écrire ça. Si NL varie, Z la grande fonction de partition, c'est la somme sur tous les NL, d'accord? Sur le NL jusqu'à l'infini de exponentielle moins bêta facteur de EL moins mu NL. Et l'équivalence avec l'ensemble canonique, c'est-à-dire dans la limite thermodynamique, lorsque je dis la limite thermodynamique, comme je l'ai expliqué pour l'équivalence entre l'entropie statistique et l'entropie thermodynamique, on parle de la limite thermodynamique, c'est-à-dire lorsque n tend vers l'infini, lorsque le nombre de particules est énorme. Et dans ce cas, je peux dire que les fluctuations du nombre de particules sont très très petites. D'accord? Plus le nombre de particules est énorme, plus les fluctuations sont faibles. Et l'ensemble grand canonique est équivalent, puisque je parle de l'ensemble, est équivalent à l'ensemble canonique. De la même manière que l'ensemble canonique va être équivalent à l'ensemble microcanonique. À cette condition-là, lorsque n tend vers l'infini. D'accord? À partir de cette grande fonction de partition, je peux calculer les fonctions thermodynamiques, qui sont le nombre de particules, qui sont l'énergie, qui sont l'entropie, etc. Alors, comment faire? Par exemple, si je veux calculer le nombre moyen de particules dans le système, puisque je parle que dans un système, il y a un certain nombre de particules. Mais on cherche le nombre moyen de particules. Le nombre moyen de particules, par définition, c'est toujours, j'applique le principe ergodique, qui dit que la somme sur tous les micro-états de NL, PL. D'accord? NL, c'est le nombre de micro-états dans l'état, par exemple, L, et avec la probabilité PL. Je remplace PL par la formule que j'avais trouvée. PL par... où est-ce qu'il est? Avant. Voilà. Donc je remplace 1 sur Z grand canonique, exponentielle, voilà. Exponentielle de moins EL plus mu NL sur 4T, d'accord? Sur 4T, bien sûr, PL, c'est sur Z grand canonique. Sur Z grand canonique. Alors, je la remplace ici, et ça me donne la somme sur L de NL fois PL, c'est ça, et c'est exponentielle moins bêta
facteur de EL moins mu NL sur la somme sur L de exponentielle moins bêta EL moins mu NL. Là, c'est la grande fonction de canonique. D'accord? Alors, pour arriver à NL, pour faire apparaître NL, je suis obligé de dériver l'exponentielle par rapport à bêta. Pardon, par rapport à mu, potentiel chimique. D'accord? Par rapport au potentiel chimique. Alors, si je dérive l'exponentielle moins bêta EL moins mu NL par rapport au potentiel chimique, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver moins, ça fait plus, 1 sur bêta, bêta fois NL. Donc, j'ai un certain bêta coefficient, c'est pourquoi j'ai divisé par bêta. D'accord? Donc, la dérivée de ça, c'est bêta NL, l'exponentielle. Et si je divise par bêta, je retrouve NL exponentielle. D'accord? NL exponentielle. Et bien sûr, cette dérivée, je fais une dérivée partielle lorsque bêta est constante. D'accord? Le tout sur la grande fonction de partition. On est d'accord? Alors, ça me donne 1 sur bêta, la dérivée par rapport à mu, parce que cette somme-là, je peux l'introduire ici, d'accord? La somme des dérivées, c'est la dérivée de la somme, donc je peux l'introduire ici. Donc la dérivée de la somme par rapport à mu est égale à quoi? Là, j'ai fait apparaître la grande fonction de partition. D'accord? Donc c'est la dérivée de Z grand canonique par rapport au potentiel chimique. Tout ça multiplié par 1 sur bêta. Donc je parle de 1 sur bêta, la dérivée par rapport au potentiel chimique de la grande fonction de partition sur la grande fonction de partition. De la grande fonction canonique. D'accord? Qui est égale à 1 sur bêta, dérivée de f par rapport à une variable sur f, c'est la dérivée de log de f par rapport à cette variable. Donc, c'est la dérivée de log de z grand canonique par rapport au potentiel chimique. Toujours en considérant que bêta est constante. Lorsque je dis bêta est constante, ça veut dire t est constante. D'accord? Je peux remplacer bêta par 1 sur 4t, ça donne 4t, dérivée de log de z grand canonique par rapport au potentiel chimique. Donc voilà, si je veux calculer le nombre moyen de particules à l'aide de la grande fonction de partition, c'est tout simplement 4t fois la dérivée de log grand canonique par rapport au potentiel chimique. Ou bien 1 sur bêta, la dérivée de log de fonction de partition canonique, grand canonique par rapport au potentiel chimique. Pour calculer l'énergie, au lieu E directement, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas comme le cas du système fermé, où j'ai pu calculer E directement. Mais là, je remarque que dans l'exponentielle que j'ai ici, si je dérive par rapport à bêta, je vais obtenir EL moins mu NL. D'accord? Donc, si je cherche la moyenne de E moins mu la moyenne de N, ça sera beaucoup plus facile. Parce que la moyenne de E moins mu la moyenne de N, c'est quoi? C'est toujours, je peux faire sortir Z grand canonique ici, d'accord, que j'ai là. C'est la somme sur L de EL moins mu NL, c'est-à-dire, puisque la moyenne de E moins mu NL, c'est-à-dire je prends tout ça comme une seule fonction, d'accord, qui est égale à la somme sur L de PL EL moins mu NL, et PL c'est quoi? C'est la somme, c'est exponentielle moins bêta EL moins mu NL sur Z grand canonique, multiplié par EL moins mu NL. D'accord? Et comme j'ai fait ici, NL, je le remplace par EL moins mu NL pour trouver la moyenne de E moins mu NL, parce que j'ai dit que là, je vais remarquer que si je dérive exponentielle de moins bêta EL moins mu NL, je vais trouver directement cette formule-là. Alors, si je dérive, voilà, si je dérive la somme sur L de exponentielle moins bêta EL moins mu NL, par rapport à bêta, je vais tomber sur directement la moyenne de E moins mu la moyenne de L. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la grande fonction de partition. Donc, comme si j'ai moins 1 sur Z grand C, GC, la dérivée par rapport à bêta de Z GC. Donc, j'ai la dérivée aussi de la fonction divisée par la fonction.
Donc, c'est la dérivée de log de cette fonction, avec le signe moins toujours. Donc, le signe moins, la dérivée de log de z grand canonique par rapport à bêta. Ça me donne quoi? Ça me donne l'énergie moyenne E moins mu n. D'accord? Et pour moi, ce que je cherche, c'est l'énergie moyenne. Donc, E à quoi est égal? Est égal à ce résultat-là, plus mu n. D'accord? Ce résultat, je l'écris, c'est moins la dérivée de log de z grand canonique par rapport à bêta, plus mu n, c'est quoi? C'est mu fois ce que j'ai trouvé. La valeur moyenne de n, c'est ça. Voilà. Puisqu'il est écrit bêta, c'est le premier terme. Donc, mu sur bêta, la dérivée de log grand canonique par rapport au potentiel chimique. Donc, voilà quoi est égal l'énergie moyenne en fonction de la fonction de partition grand canonique. Connaissant la fonction de partition grand canonique, je la dérive à bêta avec un signe moins, plus mu sur bêta, je la dérive par rapport au potentiel chimique. Et le résultat, c'est l'énergie moyenne. Et pour calculer l'entropie, je fais de même, c'est-à-dire comme on l'a fait pour le cas d'un système fermé avec la fonction de partition, je fais appel à la théorie ou au théorème de Shannon. D'accord? Théorème de Shannon qui dit que S est égal à moins K, la somme sur L de PL log de PL. D'accord? Donc, je remplace PL par exponentielle moins bêta EL moins mu NL sur ZGC, log de exponentielle, PL, c'est exponentielle moins bêta, etc. sur Z grand canonique. D'accord? Et ça, quoi est égal? Log de exponentielle. C'est ce qui est ici. C'est moins bêta, facteur de EL moins mu NL. Moins log de Z grand canonique. D'accord? Moins log de Z grand canonique. Tout ça multiplié par le premier terme. C'est-à-dire moins K, la somme sur L de exponentielle moins bêta EL moins mu NL sur Z grand C. Alors, je peux faire sortir la bêta, d'accord? Je peux faire sortir bêta. Bêta, moins bêta avec moins, ça donne K bêta, la somme sur L de exponentielle moins bêta EL moins mu NL multiplié par EL moins mu NL. Ça, je l'ai déjà, ce produit-là. C'est ça. D'accord? Je l'ai déjà. Donc, c'est la moyenne de E moins mu la moyenne de N. Il reste la somme. Voilà le deuxième terme. Voilà. Voilà. Donc, je fais apparaître EN moins mu NN exponentielle de moins bêta, etc. Et ça, c'est quoi? J'ai dit que c'est la moyenne de E moins mu N. Il reste le deuxième terme, plus K, la somme sur L de exponentielle moins bêta EN moins mu NL sur Z grand canonique fois log de Z grand canonique. D'accord? Donc, le premier K bêta est égal à quoi? Bêta, on a dit 1 sur KT. Donc, je peux simplifier par K, il reste 1 sur T. Facteur de la moyenne de E moins mu la moyenne de N. D'accord? Et là, la somme de exponentielle moins bêta EL moins mu NL, c'est quoi? C'est Z grand canonique. Donc, je simplifie par Z grand canonique. Il me reste que K log de Z grand canonique. Donc, K log de Z grand canonique. Et à la fin, je trouve que si je fais passer T de l'autre côté, TS va être égal à E moyenne moins mu N moyenne plus 4T log de Z canonique, grand canonique. Et là, je fais intervenir ce qu'on appelle le grand potentiel thermodynamique, comme on a fait dans le système fermé avec la fonction, l'énergie libre. Là, je fais intervenir le grand potentiel, la définition de grand potentiel thermodynamique, J, qui est égal à la valeur moyenne de E, moins TS, moins mu de N. Ça, c'est la définition du grand potentiel thermodynamique. Si je viens ici, E moins TS, c'est-à-dire je fais passer TS ici et moins mu N, bien sûr, 4T log de Z va passer de l'autre côté. Ça devient moins 4T log de Z grand canonique. D'accord? Donc, à partir du J, je peux calculer toutes les grandeurs physiques, thermodynamiques, que ce soit par exemple l'entropie, que ce soit ici la pression, que ce soit le nombre de particules, etc. Comme on l'a fait pour l'énergie libre, on a calculé l'énergie libre en fonction de 4T log de Z canonique.
Une fois on a la valeur de Z canonique, on cherche K tel log de Z et ça nous donne l'énergie libre. Et à partir de la formule qui lie l'énergie libre et les autres grandeurs thermodynamiques, je peux les calculer. La même chose ici. J est égal à moins K tel log de Z grand canonique et dj, la différentielle du grand potentiel thermodynamique, c'est moins SDT, moins PDV, moins N d mu. Je peux calculer l'entropie en dérivant J par rapport à T, dérivée partielle, c'est-à-dire lorsque V et mu sont constantes. Je peux calculer P en dérivant moins dj par rapport à V. Je peux calculer le nombre de particules aussi en dérivant moins dj par rapport à mu, lorsque V et T sont constantes. Donc voilà, si je connais la grande fonction de partition, je calcule le grand potentiel thermodynamique qui est proportionnel à log de cette fonction, moins 4 tel log de Z grand canonique. Une fois j'ai cette formule-là de J, à partir de la dérivée de J par rapport à T ou V ou mu, je peux calculer soit l'entropie, soit la pression, soit le nombre de particules. J'ai essayé de donner un tableau qui résume tous les cas, c'est-à-dire tous les ensembles qu'on vient d'étudier, que ce soit pour les systèmes, le système isolé, c'est-à-dire on applique l'ensemble microcanonique. Les paramètres qui sont fixés ici sont l'énergie, le volume et le nombre de particules. Et la fonction fondamentale qu'on étudie, c'est le nombre d'états accessibles, d'accord? C'est oméga. Et la probabilité d'un état, c'est quoi par définition? C'est PL est égal à 1 sur oméga si E, L, et qu'on présente E plus DE, est égal à 0, sinon. Et la relation qu'on peut appliquer ici, c'est DS est égal à 1 sur T DE plus P sur T DV moins mu sur T DN. Ça, c'est dans le cas où le système est isolé. Si le système il est fermé, on applique l'ensemble canonique. Donc, les paramètres qui sont fixés sont la température, le volume, le nombre de particules, c'est-à-dire l'énergie effective ici, et on calcule la fonction de partition avec la formule ZC est égal à la somme sur L de exponentielle moins bêta EL. On calcule l'énergie libre avec la relation F est égale à moins 4 tel log de Z canonique. La probabilité est toujours donnée par la fonction de partition, c'est exponentielle moins bêta EL sur ZC. Si je veux calculer l'énergie moyenne, les relations importantes qu'on peut appliquer ici, l'énergie moyenne, c'est moins la dérivée de log de ZC par rapport à bêta. L'énergie libre, c'est E moins TS. Et bien sûr, la formule différentielle de l'énergie libre, c'est moins SDT, moins PDV, plus mu dN, moins MdB s'il y a présence d'un champ magnétique. Donc, pour calculer S, P ou mu ou M, on fait la dérivée partielle de F par rapport à ces variables. D'accord? Dans le cas où le système est ouvert, j'applique l'ensemble grand canonique. D'accord? Où la température elle est fixe, le volume il est fixe, le potentiel chimique il est fixe. Ça veut dire qu'il y a l'énergie, il y a échange de l'énergie et de matière. Ça veut dire E et N sont variables. Et là, E elle est variable. Il n'y a pas d'échange de matière. N il est fixe. Là, E et N sont variables, ça veut dire qu'il y a échange de l'énergie et de la matière. On calcule la grande fonction de partition par la formule Z GC est égal à la somme sur tous les micro-états de l'exponentielle moins bêta facteur de EL moins mu NL. Et le grand potentiel, par définition, est égal à moins 4T log de Z grand canonique. La probabilité est égale à exponentielle moins bêta EL moins mu NL sur la grande fonction de canonique. Si je cherche le nombre moyen de particules, j'applique cette relation. 4T, la dérivée de log de Z grand canonique par rapport au potentiel chimique. La différence entre la valeur moyenne de l'énergie moins mu, la valeur moyenne de nombre de particules, c'est moins la dérivée de log de Z grand canonique par rapport à bêta. Et J, le grand potentiel thermodynamique, est égal à F moins mu N. Ça veut dire F, c'est l'énergie libre, est égal à E moins TS et moins mu N. Et la différentielle de J, c'est moins SDT, moins PDV, moins N demi. D'accord? Dans ce cas, je peux calculer soit S, soit P, soit N en cherchant la dérivée de J par rapport à ces variables, par rapport à la température, par rapport au volume, par rapport au potentiel chimique.
D'accord? Donc, c'est un tableau qui résume les trois cas, c'est-à-dire le système isolé, le système fermé et le système ouvert. On applique les trois ensemble. OK? Donc, là, c'est la dernière séance qu'on va faire ensemble. Mais je propose que je vous donne, par exemple, 2 semaines pour réviser un petit peu le cours complet. Et après, on va se voir peut-être nous sommes mercredi prochain, je crois que c'est le 7, plus 7, non, c'est le 6, plus 7, ça fait 13. On va se voir le 13 janvier, d'accord, à la même heure, pour faire une séance de révision. Donc, essayez de réviser un petit peu votre cours. Et si vous avez des questions à poser, on peut les revoir d'ici 2 semaines. D'accord? Y a-t-il des questions? Monsieur, le 13 عادي نهار الحد. Et ولاتي نشوفها لهنايا. لا صافي نهار أنا كنشوف هيا le 13 mercredi. D'accord? Le 13 mercredi. Donc, on va faire une séance de révision le 13. وإذا كان باقي يعني عندكم تساؤلات وباقي ما فهمتوش شي مسائل, on peut faire une autre séance de révision مثلا le 20. D'accord? Donc, vous avez 2 semaines pour réviser un petit peu votre cours et préparer des questions. D'accord, merci. OK, merci.